Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Oh Zinedine, pas ça. Pas du tout avec Pas ça Zinedine. Pas ça Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. L'inoubliable Thierry Gilardi lors de la finale de la Coupe du Monde 2006. Jérémy Sakian est notre invité ce soir. Je rappelle le titre de ton livre, de votre livre, Secret de commentateur sportif aux éditions Hugo Sport. Comment est né ce livre, Jérémy? Est-ce que tu cherchais, par passion, mais aussi pour ta pratique professionnelle, de t'inspirer, de connaître les trucs, les astuces, les histoires non encore racontées des grands commentateurs à la fois de foot, mais pas seulement. Il y a notamment une très belle interview de Patrick Montel. Ouais, je crois que c'est un petit peu tout ça. Charles, comme moi, est aussi commentateur sportif. On débute, on est encore très jeune dans le milieu. Et on a tous les deux, mais comme beaucoup de supporters, comme beaucoup de fans de sport, cette fascination pour ce métier-là. Alors évidemment, rencontrer des très grandes voix du milieu. Ça a été dur de les convaincre. Tu racontes à chaque fois. Vous racontez au début comment ça se passe dans un café, comment ça s'organise, et les conditions matérielles de l'entretien. Mais globalement, pour les convaincre, ça a été... Non, ça a été assez simple. Pour être tout à fait honnête, avant de commencer les entretiens, Hugo Sport, l'éditeur, nous a demandé de sonder pour être certain d'avoir un certain nombre de grands noms, de grandes stars. Et quand on a lancé un petit peu les perches, on a été très bien reçus globalement. Il y a eu des journalistes qui n'ont pas souhaité témoigner et aucun problème avec ça. Alors, quel est le commentateur non présent que vous auriez apprécié, rêvé d'interroger? Celui qu'on aurait aimé avoir en une, c'est Grégoire Margoton, bien sûr, parce que c'est le commentateur des Bleus sur TF1. Il nous avait donné son accord très tôt dans la saison. Le problème, c'est qu'il y a eu la Coupe du Monde de foot et que derrière, il y a eu le mondial de hand qui s'est enchaîné sur TF1 et les Bleus sont allés au bout. Et donc, nous, on était un petit peu juste derrière en termes de délai pour pouvoir l'avoir. Mais on a quand même Jean-Michel Larquet, qui est aussi la voix de Thierry Roland, la voix de Thierry Gilardi, qui a fait les Bleus en 98 sur TF1. Il y a Didier Roustan, il y a Julien Brun, qui est une des grandes figures aujourd'hui du foot. Exactement, qui ont aussi fait les beaux jours de TF1. Il y a Lionel Chamoulot aussi, il y a d'autres sports. On a essayé de représenter tous les principaux sports français. Alors il nous manque peut-être certains, notamment dans les sports combat, parce qu'on n'a pas trouvé la grande figure qui pouvait incarner ça. Mais on a essayé d'être assez représentatif, à la fois en termes de génération, en termes de sport et en termes de représentation des chaînes. Alors on va écouter Thierry Roland justement, dont Jean-Michel Larquet parle longuement dans ce livre. Nous sommes en novembre 1993, la France affronte la Bulgarie. Lit est là, alors il y a 2 lits. Hein. Oui, c'est un grand appartement. 2-2, mais d'autant qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Surtout habillé en footballeur. Surtout habillé en footballeur. Alors, pardon, je voulais pas vous passer ce son, mais c'est pas grave, on devait le passer aussi, donc c'était France-Bulgarie. Mais c'était un autre temps. Donc là, voilà, c'était aussi pour revenir ce qui fait un peu la particularité, j'allais dire, ça fait bien peut-être avec notre précédent sujet de Thierry Roland, parfois quelques dérapages. Mais qui correspondait, qui était audible à l'époque. À l'époque, c'était pas... ça, d'ailleurs, Jean-Michel Larquet le commande sans problème. Ça choquait personne, je crois, à l'époque. Ça faisait rire, c'était des blagues potaches. C'était vu comme ça par Aujourd'hui, tu n'as plus un commentateur qui peut faire ce genre de blague. Impossible. Patrick Montel le dit dans son interview, qui est d'ailleurs une des plus folles du bouquin. Qui est vraiment une figure incroyable. L'interview est vraiment, je la conseille très vivement, elle est assez incroyable. Et j'ai découvert, comme beaucoup, je pense, parmi les lecteurs, déjà même l'origine de cette quête de devenir journaliste sportif. Peut-être, Jérémy, tu veux raconter ça? Oui, bien sûr. Alors, juste pour terminer par rapport à Thierry Roland, Patrick Montel dit texto, aujourd'hui, si Thierry Roland était encore là, il irait en prison. Par rapport à tous les extraits qu'on a entendus. Mais oui, Patrick Montel est étonnant parce que c'est l'un de ses meilleurs amis qui travaillait à France Télévisions à l'époque, qui s'est tué dans un accident de la route, et lui a voulu, dans une sorte de transmission, reprendre le flambeau. Il nous dit qu'il est animé par ça, qu'il sent même la présence de son meilleur ami. Qu'il était entré en moi et qu'il m'aiderait à le remplacer. Il parle de Dominique Duvauchel. Du Dominique Duvauchel, qui a donné son nom maintenant au stade de Créteil. Et il est hyper touchant. Il est hyper touchant aussi dans son approche par rapport aux athlètes. Il dit qu'il les imagine, qu'il les rêve, et que de temps en temps, il rencontre ces athlètes et qui sont comme dans son rêve, comme Hicham El Guerrouj. Et parfois c'est pas le cas. Parfois c'est pas le cas. Parfois c'est pas le cas. Évidemment, ça peut pas être rose tout le temps. Mais ouais, il a été hyper touchant. On était très émus de l'avoir. Très heureux aussi parce que c'est quelqu'un de très bavard qui, comme quasiment tout le monde, nous a donné plus d'1 heure de son temps. Et ouais, je la conseille celle-ci. Il devait aller chercher sa femme à la gare, je crois, à 15h. Non, c'était Jeanne Rességuier. Ah oui, c'était Jeanne Rességuier. Qui est également dans le livre. Qui nous a vraiment accordé un créneau. Il n'y avait pas beaucoup de place, mais il a fait de la place. On va écouter Thierry Roland donc, et Jean-Michel Larquet. Nous sommes en 93. Novembre. On est dans les
10 secondes de la fin du temps réglementaire. Benef loin devant. Attention Kostadinov. Oh, but à 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. Un traumatisme. Jérémy, ces commentaires, justement, vous parlez tous les deux, Benjamin et d'Alexis, de traumatisme. Ces commentaires de ces soirées font partie de notre souvenir autant que le match en tant que tel, autant que le but. Complètement. Alors celui-là en particulier peut-être moins pour moi parce que je suis 91, là le match de 93. Mais j'en ai d'autres aussi qui m'ont traumatisé. Je vous disais tout à l'heure, je suis lyonnais, donc le Lyon PSV, il reste là. Mais oui, ça reste évidemment dans l'imaginaire des gens. Le son que vous avez passé en premier de Thierry Gilardi, il évoque quelque chose pour tout le monde, pour toute la France qui ce jour-là était ébahie devant ce coup de tête de Zizou. Et ce qui est le cas sur Gilardi pour le foot et le cas aussi de Julien Febvreau plus récemment avec le accélère en F1. C'est le cas du attention Philippe Le Parapet pour il y a aussi alors peut-être pour Philippe Gilbert. J'ai regardé ce week-end de Patrick Moutel. Alors peut-être. Bien sûr, sur le 4 Patrick Montel. Avec Floria Gay qui revient de nulle part pour aller chercher le titre de championne d'Europe. 2014. Il y en a plein. Je pense que si on associe à chaque fois des phrases à des commentateurs, c'est que ça nous reste en mémoire, c'est que ça s'ancre aussi au plus profond d'entre nous. S'il allait marquer aussi Jean-Michel Larquet avec Ribéry, s'il allait marquer en 2014, si je dis pas de bêtises. Jean-Michel Larquet vous explique, et ça revient aussi de chez Didier Roustan, cette manière à la fois d'être beaucoup plus chauvin et de manière beaucoup plus assumée. Roustan vous dit la même chose, qui s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait en Amérique du Sud. Ça manque aujourd'hui, on le voit plus, c'est très rare, c'est mal perçu même parfois. Didier Roustan et Jean-Michel Larquet sont assez raccords par rapport à ça, par rapport à l'évolution du métier. Alors, il faut savoir que ce sont des gens qui ont commencé très tôt, Didier Roustan, Jean-Michel Larquet, début des années 80, même fin des années 70, donc forcément, les époques ont changé. Jean-Michel Larquet est très dur par rapport aux consultants actuels. Il trouve qu'ils sont pas suffisamment précis, qu'ils sont pas suffisamment... Il n'explique pas qu'ils sont pas assez pédagogues, et didactiques. Pas assez pédagogues, tout à fait. Didier Roustan, lui, regrette aussi l'évolution des mentalités chez les spectateurs. Il a commenté récemment une finale de la Copa América entre le Brésil et l'Argentine. Il regrettait que les téléspectateurs lui reprochent des références culturelles qui n'étaient pas perçues par tout le monde. Sur les Mexicains, Fort Alamo. Sur Fort Alamo, il parlait des Mexicains et c'était Brésil contre Argentine et les téléspectateurs disaient mais pourquoi il nous parle des Mexicains? Donc effectivement, il y a un changement de génération, il y a un changement d'époque, mais c'était aussi notre envie de représenter toutes les générations et de faire en sorte que tout le monde se retrouve dans ce livre. Il y a les plus jeunes, il y a Anne-Sophie Bernardi qui est la Benjamin qui est en couverture, mais il y a aussi les anciennes générations, Georges Eddy, Jean-Louis Moncey qui lui est le plus ancien des commentateurs qu'on a interviewés. Alors sur la partie chauvinisme, on va écouter Omar Da Fonseca en même temps. Il part avec 2, 3, 4 mètres derrière par rapport à Ramos. Il va venir à l'OTAN, il va venir lui faire l'amour sans préliminaire, laisser la carte de visite parce que ce qu'il lui a fait avec Casillas et Ramos c'est incroyable. Laisser la carte de visite, c'est extraordinaire. Et puis on n'a plus le temps, mais il y a beaucoup de choses à lire dans ce livre. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous explique aussi Julien Brun à propos non seulement des commentaires, mais de la gestion des silences à Liverpool. À Liverpool sur Margoton, le You'll Never Walk Alone, c'est vrai. C'est une inspiration de Margoton qui est, comme vous le savez, un grand supporter de Liverpool, qui lui avait dit laisse bien vivre le You'll Never Walk Alone sur la durée, laisse les gens s'imprégner de cette ambiance dans le film. Et juste sur l'extrait que vous avez passé, c'est aussi une petite anecdote du livre parce qu'on a eu Benjamin Da Silva. Il n'aurait jamais dû commenter ce match-là. Il y a eu un problème d'avion pour les commentateurs, le duo de commentateurs qui devait se rendre au Brésil sur ce match. Et finalement, on a dépêché Da Silva, Da Fonseca. On n'aurait jamais dû avoir cette pépite. Et Roustan vous raconte une histoire un peu semblable avec une histoire de jeune fille. Voilà. Ouais, c'est son anecdote secrète, donc on va pas la spoiler, mais exceptionnelle. Secret de commentateur sportif, c'est exceptionnel. Messieurs, on va jouer. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Quel international français, monsieur, a été sacré ce week-end avec son club? C'est facile, c'est cadeau. Dembélé. Koundé. Bien, messieurs, Koundé, ça fait 2 points chacun. Il y en a 2 alors. C'est vrai, j'ai pensé à Koundé. Ça fait 2, donc Alexis et Jérémy. Quel ancien international français, toujours actif, donc s'est illustré ce week-end en marquant un lob de 40 mètres? Ah oui, bien sûr. Je crois que c'est Alexis qui l'a dit. Grâce à un supporter sur Instagram. Ouais, bien joué ça. Avec l'entraîneur avec le Servette, mais vous savez que l'entraîneur de Sion a été limogé, vous savez qui est-ce? Non. Ah, Didier Tolo? Non, c'est pas Tolo. Non, j'ai pas. Attends. L'ancien adjoint de Zidane?
Ah oui, Bettoni, oh là là. Il joue pas à Sion. À Sion, il est viré. Ah ouais, c'est vrai. À Crystal Palace, un Français est entré dans l'histoire. Michael Olise a délivré une nouvelle passe décisive. C'est sa 10e de la saison. Il devient le plus jeune Français à atteindre ce niveau à 21 ans et 152 jours. Messieurs, quels sont les 2 meilleurs passeurs de l'histoire de la Première Ligue? Giggs. Ryan Giggs. Paul Scholes. Paul Scholes. C'est faux, hein. Tout ça est faux. Passeur. De Bruyne peut-être. Alexis. De Bruyne. Alors De Bruyne, non, c'est le 3e, il est à 106 passes. J'étais pas loin quand même. Il est juste derrière un but. Derrière qui? Une passe. Personne. Bergkamp. Non, Franck Lampard et Fabregas. Bien sûr, Franck Lampard. Quel est le premier Français de ce classement des meilleurs passeurs de l'histoire? Pires. Non. Ah, pas mal, ouais. J'allais dire Pires aussi. Vieira. Non. Vieira. Non. Wiltord. Messieurs, c'est mauvais, messieurs. On est nuls. En première ligue, là, on est Thierry vraiment- Henry, c'est perdu. Les Nantais ont obtenu un seul petit point hier face à Toulouse. Tout à À fait. quand remonte la 12 dernière février. À quand remonte la dernière relégation du FC Nantes en Ah Ligue non, 2? c'est pas ça la Ah question. bah. 2010. C'est pas si Presque. longtemps. Ouais, Ouais, peut-être, ouais. 2008-2009, vous savez pas? Ok, qui était alors le coach des Canaries? Vaid. Vaille, non. Non, c'était Non, pas. c'était un mec du cru, non? C'était. Non, T'as dit Pas qui? Nice. Loïc non, Nice. non, Bah, Denwex. non. Non. Qui sera à l'OM ensuite? Ou avant peut-être? Ah, Fernandez. Non. Bon. Eli Bopp, le point pour Jérémy. 42 buts ont été inscrits ce week-end en Bundesliga. Ça n'était pas arrivé depuis la saison 2001-2002 remportée par le Borussia Dortmund. Marcio Amoroso, vous vous souvenez de Marcio Amoroso? Bien sûr. Du Borussia, et Martin Max, je ne me souvenais pas de Bien Max, sûr. avait été sacré co-meilleur buteur avec 18 buts à l'époque. Quel futur joueur de Ligue 1 terminera à la 3e place de ce classement des meilleurs buteurs? Thuram. Ah, tu parles de cette année Non, là? 2001, putain. 2002. Yann Kohler, Kohler. c'est beau. Yann Kohler, c'est très beau, Ouais. qui jouera à Monaco ensuite. Un C'est très beau. français, t'as dit? Non, mais j'ai pas dit que c'était la bonne réponse, mais c'est magnifique. T'as mis un français? Non, quel joueur, futur joueur de Ligue 1? Ah, futur joueur de Ligue 1, d'accord. C'est vrai que tu dis que c'est magnifique, mais c'est pas la bonne réponse. Ah, j'arrête. Colère, c'est beau. En 2001, putain. 2001. Il signera à Lyon. Ah, Albert. Elbert, le point pour Alexis. À Eredivisie, c'est le Feyenoord Rotterdam qui a été sacré, c'est le 16e titre de son histoire. Ouais. Et ça ne lui était pas arrivé depuis la saison 2016-2017. Cette saison, Feyenoord compte dans ses rangs un joueur israélien qui est gardien de but. Est-ce que vous connaissez son nom? Ben Simon? Non, Ben c'est Simon. pas Cohen. Non. Non. Vous allez me dire Lévy, Cohen, c'est Non, ça? non, je sais, j'ai vu. Les gars, vous faites honte. Alors, vous savez? Pas du tout. Ophir Marciano, 3 petits matchs. C'est la dernière question, elle vaut 3 points, elle est très facile, mais elle vaut 3 points, c'est un test de rapidité. Quel est le 2e meilleur buteur du championnat hollandais? Derrière Douvikas Championnat du hollandais FC Utrecht. Ça, vous le saviez, hein, Ouais. Douvikas, mais quel 2e à ce classement? Bah, c'est. Deuxième combien de buteurs? Bien sûr. C'est Simons. Ah là là, C'est vrai Xavier Simons, Putain, avec je te ses jure, buts. j'avais en tête, mais je me suis dit non. Victoire d'Alexis. Deuxième meilleur Merci. buteur, faut le récupérer, hein. Ça Il y a va une coûter clause cher. en plus. Ça va coûter cher. Merci beaucoup, Jérémy Sacco, d'avoir Merci été à avec vous. nous. Je rappelle le titre de ton livre coécrit avec Charlotte Thiallier, Secret de commentateur sportif. C'est un petit régal. C'est publié aux éditions Hugo Solar. Merci encore d'avoir été Merci. avec nous. Et à la prochaine dans Classico. Très bonne soirée à tous et à toutes. D'ailleurs, tout de suite, Cyril Sarah Cohen sur Radio J, suivi d'Avner Azoulay. Excellente semaine à vous et à lundi prochain pour un nouveau numéro de Classico avec Daniel Riolo. Radio J. Classico.